Les motos, de plus en plus nombreuses sur nos routes, sont aussi les plus exposées aux accidents. Près de 70% de ces accidents concernent ces engins à deux roues, selon les autorités. À l'occasion des journées de la sécurité routière lancées ce mardi sur le campus universitaire de Kabala, notre équipe s'est intéressée à cette problématique. Sidi Barka, président de la société civile de Ménaka, a été enlevé en pleine ville par des hommes armés non identifiés. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est en visite officielle à Washington où il doit s'entretenir avec son homologue américain Donald Trump. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Près de 70% de cas d'accidents de la route impliquent les engins à deux roues, selon les autorités. Un constat alarmant qui place les conducteurs de moto au cœur des enjeux de sécurité routière. C'est dans ce contexte que les journées de la sécurité routière ont été lancées ce mardi sur le campus universitaire de Kabala. Un reportage d'Assetou Mani Koulibaly. Cette personne est tombée sur la route de Bourgogne avec ses casques. Vous voyez, c'est comme si c'était une pointe aperçue ici. Accident, blessure à la tête avec cause majeure de décès, de traumatisme chez les utilisateurs de véhicules à deux roues motorisés. Des chocs qui pourraient pourtant être évités avec une prise de conscience et de prudence de la part des usagers. Les journées de la sécurité routière, c'est cela, sensibiliser les populations à plus de vigilance. Le code de la route rend obligatoire le port du casque de protection. C'est vraiment obligatoire. Et pourquoi c'est obligatoire? Parce que l'État a cette responsabilité de sauver, de protéger tous les citoyens. Au-delà de tout ça, nous n'allons pas dire que le code de la route est obligatoire et rester à la maison. Nous allons vers les jeunes. Nous savons qu'il faut les sensibiliser. Nous savons que sans la sensibilisation, ça ne peut pas marcher. Donc, nous partons les voir. À Bamako, nous retenons encore de tragiques accidents survenus sur le trajet Kalabankoro-Kabala qui ont tué 10 personnes, dont un enseignant depuis l'inauguration du complexe en 2017. La dernière victime est l'étudiante Fanta Koulibaly, décédée le 3 mai 2025 sur le chemin du campus. En effet, les victimes restent principalement des jeunes et près de 70% des cas d'accident impliquent les engins à deux roues. Le cas spécial, quand on prend Kabala, il se trouve que l'axe Kalabankoro-Tchébani-Kabala est un axe très accidentogène. Et le 3 mai dernier, il y a eu une fille qui a été tuée par une veine alors qu'elle était en examen. Une fille qui était en licence 3. En licence 3, elle devait terminer, mais elle a perdu la vie malheureusement. Et c'est pour vous dire que cette route est très accidentogène et tout le temps on relève des cas d'accident de la circulation routière. Les étudiants, leur principal moyen de transport, c'est la moto. Et il se trouve que les motos sont impliquées dans plusieurs cas d'accidents au Mali. Près de 70% des accidents de la circulation routière concernent les motos. Au titre de l'année 2024, 7673 cas d'accidents ont été constatés, ayant occasionné 8828 blessés et 682 personnes tuées. Cette année-là, les causes étaient liées à l'excès de vitesse, la non-maîtrise des engins, pour ne citer que cela. Direction Ménaka, où le président de la société civile, Sidi Barka, a été enlevé ce 19 mai en pleine ville par des hommes armés non identifiés alors qu'il rentrait de la mosquée. Djanaba Samake nous en parle. C'est aux alentours de 20h que Sidi Barka a été enlevé par deux hommes à moto alors qu'il revenait de la prière. Les assaillants qui l'attendaient déjà près de son domicile ont tiré des coups de feu en l'air pour l'empêcher de fuir avant de le forcer à monter avec eux. Sur les lieux, seul son chapelet et ses chaussures abandonnées à la hâte ont été retrouvés au sol, nous témoigne son épouse. Président de la société civile de Ménaka, Sidi Barka est connu de tous à travers ses combats pour l'amélioration des conditions de vie de la population et de la situation sécuritaire dans la zone. Aucune revendication n'a été formulée ni demande de rançon jusqu'ici. Néanmoins, la piste des terroristes de l'État islamique au Sahel qui contrôle la quasi-totalité de la région ou celle des bandits locaux menant des activités sordides sont envisageables. L'armée malienne et les MSA sont mobilisés pour les recherches, selon sa famille.
Des enlèvements de civils sont fréquents à Menenka et les localités périphériques. L'Organisation mondiale de la santé déplorait l'enlèvement d'un agent par des hommes non identifiés dans sa voiture le 23 janvier 2023 dans la ville de Menenka. En mai 2022, d'autres enlèvements avaient été signalés à Andera-Boukan et dans le village d'Imbaram. Des étrangers enlevés à la frontière avec le Niger et l'Algérie sont le plus souvent acheminés à Menenka. Malgré que la ville de Menenka elle-même reste sous contrôle des forces de défense et de sécurité, ses alentours sont dominés par l'IS qui y impose des blocus, transformant cette zone en un potentiel lieu de maintien d'otages. Ce qui met en évidence l'urgence de renforcer la surveillance dans ces zones afin de garantir la libre circulation des personnes et des biens. En bref, les tensions montent entre l'Algérie et ses voisins du Sahel. Alger est de nouveau pointé du doigt pour avoir intensifié les expulsions de migrants subsahariens vers le Niger. Selon plusieurs ONG nigériennes, des milliers de personnes, en majorité originaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso, sont arrêtées, transportées de force, puis abandonnées dans des zones désertiques à la frontière sud de l'Algérie, dans des conditions jugées inhumaines. Face à cette situation, des organisations de défense des droits humains appellent à l'arrêt immédiat des renvois forcés, tandis que les autorités de Niamey dénoncent une atteinte grave à la dignité humaine. La crise des visas diplomatiques s'aggrave entre l'Algérie et la France avec des échanges d'accusations entre les deux pays. On en sait plus avec Soumaïla Fani. Les Algériens détenteurs de passeports diplomatiques devront désormais détenir un visa pour entrer en France. Cette mesure, ordonnée samedi 17 mai par l'état-major de la police française, s'inscrit dans la montée des tensions entre la France et l'Algérie. Lundi, Alger a fait savoir qu'elle allait rendre l'appareil à Paris en exigeant des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques. Une décision dénoncée par Paris comme particulièrement brutale. Depuis plus de 9 mois, les relations entre les deux pays se sont dégradées sur fond de reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. En réaction, l'Algérie a retiré son ambassadeur à Paris et le président Tebboune a annulé un déplacement en France prévu initialement en septembre 2024. L'emprisonnement en novembre 2024 de l'écrivain algéro-français Boualem Sansal a compliqué davantage la situation, tout comme le refoulement de migrants en situation irrégulière visés par des obligations de quitter le territoire français, dont l'influenceur algérien Boualem. Ces deux affaires ont suscité la colère de plusieurs ministres français qui menaçaient de recourir au rapport de force. Depuis, une crise diplomatique sans précédent s'est installée entre les deux pays, marquée par une série d'expulsions de fonctionnaires et des mesures de rétorsion. Fin mars, un début d'apaisement est intervenu avec l'appel téléphonique Macron-Tebboune, suivi d'une visite à Alger du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères le 6 avril dernier. Mais l'arrestation d'un cadre consulaire algérien mi-avril à Paris, dans le cadre d'une enquête judiciaire, a suscité la colère d'Alger, qui n'a pas tardé à exprimer sa contestation auprès de l'ambassadeur de France à Alger, considérant que cette décision judiciaire est venue torpiller les récents progrès diplomatiques entre les deux pays. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est à Washington pour rencontrer son homologue américain Donald Trump, qui menace de snobber le premier sommet du G20 qui se tiendra en Afrique dans la capitale sud-africaine. C'est également une visite pour tenter de rétablir les relations dégradées entre les deux pays. Aminata Keita. Après la Chine, les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de l'Afrique du Sud. La rencontre de ce mercredi entre le président Cyril Ramaphosa et son homologue américain Donald Trump vise tout d'abord pour l'Afrique du Sud à maintenir ses relations commerciales avec les États-Unis face aux droits de douane, afin notamment de protéger ses exportations ayant été taxées à hauteur de 30% par Washington. Le président sud-africain est arrivé lundi à Washington. La Maison-Blanche n'a pas communiqué sur les détails, le programme, encore moins les attentes de la visite du président Ramaphosa. I'm looking forward to a really good and positive meeting, and we're looking forward to a very good outcome for our country, for our people, for the jobs in our country, and good trade relations, and to normalize relations between our two countries. Well, the trade relations are the most important. That's what has brought us here. We want to come out of the United States with a really good trade deal, investment promotion,
We invest in the United States and they invest in us, and we want to strengthen those relations, and we want to consolidate good relations between our two countries. La rencontre s'annonce houleuse tant en raison de la dégradation des relations entre les deux pays ces derniers mois sur fond d'accusations du président Trump de discrimination raciale et de génocide contre les Blancs en Afrique du Sud. Par ailleurs, Donald Trump a appelé les Blancs sud-africains à quitter leur pays pour s'installer aux États-Unis. C'est ainsi que le 12 mai dernier, les États-Unis ont accueilli un premier groupe d'environ 50 membres de la minorité afrikaner, faisant une exception pour les afrikaners alors que l'administration Trump a quasi suspendu l'accueil de réfugiés et de demandeurs d'asile aux États-Unis dans le cadre du durcissement de sa politique migratoire. Des observateurs américains estiment que le milliardaire américain d'origine sud-africaine Elon Musk pourrait être derrière cette exception, lui-même ayant plusieurs fois accusé par le passé les dirigeants du pays d'encourager ouvertement le génocide de personnes blanches en Afrique du Sud. Dans le pays, les Blancs représentent une minorité de 7,3% des Sud-Africains issus des dirigeants politiques qui ont institué l'apartheid, système de ségrégation raciale ayant privé la population noire très majoritaire en Afrique du Sud de la plupart de ses droits de 1948 jusqu'au début des années 1990, selon les statistiques officielles. Ces minorités blanches possèdent également la plupart des terres agricoles du pays. Au-delà de ces problèmes, ce voyage a aussi des enjeux politiques. En effet, Donald Trump menace de snobber le premier sommet du G20 qui se tiendra sur le continent africain en novembre à Johannesburg et a fait expulser l'ambassadeur sud-africain à Washington en mars. Aussi, l'administration Trump est en colère contre Pretoria en raison de sa plainte pour génocide visant Israël devant la Cour internationale de justice. Voilà qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télé qui vous allume. Bonsoir à tous.